Salut les copains. Salut les copains. Donc aujourd'hui on va aller chez Hervé Grosjean. Donc c'est quelqu'un que vous avez déjà vu régulièrement sur des anciennes vidéos. Donc c'est grâce à lui qu'on a réussi à, on va dire, faire des vidéos quand même un peu plus qualitatif. Voilà. Et c'est quelqu'un qui nous a déjà fait visiter son exploitation en privé, on va dire. Et on trouvait que ça serait intéressant de vous le partager. Donc c'est pour ça qu'on va en même temps profiter pour vous faire un nouveau format que je vais laisser Thibaut vous présenter un petit peu. Donc le nouveau format va consister à... Il va nous présenter sa ferme, un peu l'historique, depuis quand sa famille est sur la ferme, quand il l'a repris, un peu ce qu'il a mis en place, ce qu'il a arrêté, ce qu'il a remis en place par la suite. Il va nous expliquer tout ça en mettant la ferme dans sa région. Il va nous expliquer un peu comment marche la ferme, les journées types qu'il va avoir, comment il arrive à cumuler la ferme et le perso. Il va nous montrer un peu comment il vit avec l'exploitation au quotidien. Donc voilà, on se retrouve tout de suite avec Hervé et bonne vidéo. Salut. Bonjour Hervé. Salut. Comment ça va? Bien et toi? Bon, merci de nous accueillir aujourd'hui sur ta ferme. Y a Tu pas vas de souci. nous expliquer un peu comment t'en es arrivé là, d'où ça vient et expliquer un peu comment tu vis à la ferme. Pas de souci, ça marche. On commence par où? On commence par l'historique un peu, comment la ferme est arrivée dans ta famille? Alors, la ferme, elle a sauté une génération. Mon père l'a repris en 81 sur 26 hectares avec vaches laitières. D'accord. Donc là, il y avait quoi, 16 vaches laitières, si mes souvenirs sont bons. Et puis, c'est qui t'as grandi petit à petit. Après, en 2004, je me suis installé sur une ferme voisine. D'accord. Et t'as pas repris la ferme familiale tout de suite? Non. Donc j'ai repris et là, c'était la mise aux normes à faire. Donc, on a préféré faire ça à deux. D'accord. Sur un site à l'extérieur du village pour être plus tranquille avec les nuisances que peuvent causer les vaches. Donc la ferme historiquement n'était pas là sur le plateau actuel? Alors mon père si, mais moi j'étais sur Montchetin. D'accord. Voilà. Et oui, on n'a pas précisé, tu te situes à peu près où en France? Donc là je suis dans la région de l'Argonne, donc dans le sud Ardennes. D'accord. Bon. Terre séchante, avec des potentiels assez faibles. D'accord. Tu peux nous parler un peu de rendement sur du blé par exemple? Alors rendement, bon c'est pas la Champagne, hein, ici, ouais, non, mais voilà, ça c'est qu'on s'en doute. Donc si là c'est qu'on fait 70 quintaux en blé, c'est qu'on est déjà content. D'accord, oui. Oui, donc t'as entre 20 et 30 quintaux de moins que des terres à fort potentiel, quoi. Oui, voilà. Non, mais d'accord. Et on est en semi-direct et semi-simplifié, ça dépend du temps, de tous les facteurs météo et autres. Et pour le matériel, tu fais comment? T'as plusieurs semoirs pour combler les années? Alors, ou t'as un matériel, semoir qui est à peu près à tout? j'en ai un pour le samedi, un pour le dimanche. Donc il y a un semoir à disque, un semoir à dents, donc deux types de semis complètement différents pour être plus polyvalent. Une année humide, le semoir à dents va très bien se comporter par rapport au disque. Une année très sèche, la dent, là, c'est qu'elle va fort vibrer, ça peut vibrer, enfin casser et autres. Que le disque, on passe dans la végétation et puis la messe est dite. Hein, donc plus de labour, plus de travail du sol ou très peu quoi. Je ne dis pas plus labour, parce que des fois, ça sert à remettre une page blanche, parce que des fois l'herbe est plus forte que nous, donc la charrue est là pour rattraper. Et puis on repart sur des bonnes bases pour au moins une paire d'années. Hein. D'accord. Et on va rester sur le matériel, mais le matériel, du coup, tu l'as tout en propriété, tu as en CUMA Alors, grosse partie en CUMA. D'accord. Donc, matériel CUMA, il y en a beaucoup. Toi, dans la CUMA, t'es quoi? T'es juste adhérent, t'es président, alors, tu fais partie du conseil? Je suis président. Et vous êtes combien d'adhérents, si on peut le dire? Adhérents, on est 28 adhérents. Donc, c'est pas la petite CUMA non plus? C'est pas la petite CUMA, voilà. D'accord.
Ça commence à causer. Ouais, 28 adhérents, ouais, ça commence à faire des belles cumas. Voilà, et on parle d'adhérents. Il faut compter les salariés des adhérents et autres. Oui, voilà, c'est ça. Donc, du coup, tu nous disais que tu étais président de CUMA. Comment tu vois un peu la CUMA dans le monde agricole? Alors, une CUMA, c'est un chouette tremplin. Ça peut être un tremplin ou comme un couteau suisse, moi je dis. D'accord. Si là, c'est qu'on a... On ne sait pas sur quel type de matériel partir, on peut servir dans la CUMA, ou si là c'est qu'on veut vraiment réduire nos charges de mécanisation, la CUMA est un très bon outil. Oui, ça te permet d'avoir du matériel performant pour avoir un coût à l'hectare réduit, sans investir non plus dans des sommes indécentes dans du matériel, quoi. Tout à fait. Mais c'est fort intéressant, ça te dirait de refaire une vidéo, toi qui es président de CUMA, de refaire une vidéo dédiée à ça. Et dites-nous les copains aussi si vous, ça vous intéresserait d'avoir une vidéo sur une CUMA et voir un peu sur la CUMA de terme justement, comment ils gèrent ça, comment ils investissent sur le matériel, pourquoi ce matériel-là. Hervé nous parlait que là ils viennent de réinvestir justement dans un matériel, on vous dit pas quoi, si ça vous intéresse, vous nous le dites et on verra avec Hervé pour faire cette vidéo-là. Ça sera la surprise du chef. Voilà. Je reviens sur l'exploitation, mais t'as que les cultures ou tu fais de l'élevage? Alors, tu disais que ton père faisait des vaches laitières, t'as continué, t'as arrêté? Quand mon père est parti en retraite, bon, je pensais être plus malin que les autres et puis dire oh les vaches, enfin c'est bon. Déjà, c'est que j'aimais pas les vaches. D'accord, oui. Je suis pas un éleveur dans l'âme. Je comprends. Voilà. Salarié, je pense que je serais pas un bon manager. Voilà. Je pense que je serais gueulard. D'accord, ouais. Voilà. Et puis donc j'ai dit c'est tout. J'arrête les vaches laitières. Avec la surface, la culture, là, ça devrait, voilà. Donc il y a quand même 200 hectares de culture. Oui, donc tu pouvais te dire, il y a quoi faire. Voilà, mais vu qu'on a quand même des potentiels très limités, et c'est peut-être plus difficile les années compliquées, justement. Voilà, genre là, 2024, je crois qu'on va s'en souvenir très longtemps. Ouais, ça fait du mal. Ah, ça va laisser quelques séquelles. Ouais. Bon, voilà, mais il n'y a pas de malin sur cette année-là. Oui, non, là-dessus, je pense que au potentiel ou pas, tout le monde a plus ou moins ramassé, a fait du mal. Bon, je ne veux pas faire de vélage parce que je suis pas bon. T'as pas la main de l'éleveur. Je suis pas la main de l'éleveur. Donc c'est pour ça que je suis parti sur l'atelier bœuf. C'est tout, c'est qu'on peut faire un tour au bâtiment. Oh, on peut, comme ça on sera devant. Mais ça marche. Bon, du coup, nous voilà sur la partie élevage. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la partie élevage à peu près? Pourquoi tu as recommencé à refaire de l'élevage tout simplement? Alors donc, je refais de l'élevage parce que pour valoriser les 70 hectares de pâture que j'ai au jour d'aujourd'hui, qui étaient avant vente de fourrage. Donc je voulais mieux valoriser toutes les pâtures. Donc c'est pour ça que je me suis relancé dans des veaux de race croisement Primostein-Limousin. D'accord. Pour des contrats avec la société Bigard, Herbobac. Et le but, c'est que ces bêtes-là consomment 100% les fourrages issus de la ferme et c'est 100% de l'autoconsommation. Ouais, donc oui, tu donneras rien d'autre que de l'herbe pour... rien d'autre. Et tu continueras la vente de fourrage à côté quand même ou normalement tout va partir dans l'alimentation du bétail? Alors le trot sera vendu. D'accord. Bon, il y en aura de trop. J'ai prévu que je rachète rien. Les bêtes pour même là, en cas de sécheresse, que je rachète rien. C'est le bâtiment qui va limiter l'effectif des bêtes parce que je ne vais pas reconstruire pour faire des bêtes. Voilà. Donc c'est valoriser les bâtiments actuels et les prairies. D'accord, oui, donc c'est vraiment histoire de valoriser mieux ton herbe et justement l'élevage c'était entre guillemets le seul rempart pour faire ça. Voilà, donc là c'est qu'on a 6 salers qui sont arrivés récemment. Celles qu'on voit dans le fond là-bas. Voilà, tout à fait. Donc là, elles étaient un peu chevreuil, là c'est gai, ça se calme. Et puis des blanches qui n'étaient pas jojo, que là c'est qu'on retape gentiment, proprement.
Donc c'est pour ça que là, le bâtiment, ça fait un peu fouillis pour le moment, mais l'année prochaine, toutes les barrières seront... Oui, parce que du coup, tu viens de remettre en route ça récemment. C'était pas prévu, ces bêtes-là. D'accord, oui, donc tu as fait ça un peu... De briques et de broc. Voilà. Mais bon, voilà. Et puis je pense qu'il y en a qui vont dire, voilà, il y a quelques marrons, mais c'est parce que... il me manquait des veaux pour finir l'eau, donc tu as rajouté... j'ai pris 3 étrangers en plus. Mais en tout cas, ils sont calmes, on les entend pas. Puis bon, comme là c'est qu'on peut le voir, hein, ils ont des ballons pour jouer, une brosse, ils ont de quoi s'occuper. Hein. Oui, ils sont pas là à s'ennuyer. Le bien-être est normalement présent. Voilà. Et ouais, du coup, après, tu as d'autres élevages sur l'exploitation ou tu que les bovins? Ah, ben, j'ai un poulailler mobile, donc avec des poules dedans. Si vous voulez, on peut aller voir ça. On peut faire un tour. Donc, voici le deuxième élevage que je me suis lancé il y a maintenant 4 ans, suite à l'arrêt des vaches. Et, oui, il fallait bien que je m'occupe l'hiver. Hein, voilà. Donc je me suis lancé dans un poulailler mobile. Question tout de suite, je te coupe un peu, mais pourquoi un poulailler mobile et pas faire un poulailler en dur? Alors, un poulailler en dur, ça coûtait énormément cher et voilà, j'ai déjà pas trop la fibre animale. Tu voulais pas te lancer dans un gros truc? Je voulais pas me lancer dans un truc que si ça me plaisait pas, que je puisse pas revendre. Que ça, c'est quelque chose que je peux revendre à n'importe qui. Hein, oui, voilà. La facilité de refourguer le bébé. Refourguer, voilà. Parce que j'ai découvert ce type de poulailler-là en Belgique et puis ça m'a tapé dans l'œil. D'accord. Donc j'ai commandé sur Internet. Tout bêtement. Un truc de fou, tout bêtement. Je n'ai jamais vu le vendeur, je ne sais même pas à quoi il ressemble, mais voilà. Oui, d'accord. Donc c'est un poulailler mobile où que dedans il y a 249 poules, parce que c'est la loi française. Oui, c'est au nombre de mètres carrés. Voilà, une près, 250, ça aurait été pas mal. Oui, c'est vrai qu'il fait un chiffre rond. Ah ben c'est clair. Donc le poulailler est en 3 étages, partie du bas, grattoir. D'accord. Partie du milieu, elles sont sur calibotis avec un tapis qui récupère les fientes et là, c'est là qu'elles se promènent un peu dedans. D'accord. Sous les toits là, comme là c'est qu'on peut le voir, c'est le pondoir, voilà. On voit des œufs. Avec les œufs, attrape. Donc là c'est qu'elles pondent dans des granulés de bois. D'accord. Pourquoi? C'est pour ne pas salir les œufs. Bon, je la ferme avant qu'elle se sauve. Parce qu'une poule, ça paraît pas, mais oui, ça court vite. Ça court vite. On va éviter de courir après. Voilà. Et puis après, on peut voir là sur le côté, un peu à l'intérieur, sans rentrer dedans. Donc là, partie calibotis, le perchoir qui est là, l'eau dans le gros bidon marron là derrière, avec toutes les pipettes. D'accord. Toute la nourriture qui est là. Et c'est stocké dans le mur? Voilà, ça va de là à là. D'accord. C'est stocké dans le mur. Je fais le plein de ça une fois par mois. Ah ouais. Voilà, donc c'est pas très contraignant quand même en boulot. Ramasser les œufs, c'est une demi-heure par jour. Ouais. Tu ramasses quoi matin et soir? Non, que le matin à 11h et puis après c'est fini. Milieu de matinée quoi. Voilà. Et puis je suis parti dans ce poulailler là parce que tout est géré par un ordinateur qui gère l'ouverture du pondoir, des portes, de la lumière, de la ventilation, de tout. C'est un poulailler qui est autonome à 100%. Quoi. Voilà, c'est pour ça qu'il y a les panneaux solaires au-dessus. Au-dessus, d'accord, ouais. Parce que le poulailler est fait pour être mobile, mais hélas, je dois le laisser en poste fixe. D'accord. Parce qu'il est aux normes européennes, mais pas aux normes françaises. Oui. Donc c'est en cours de changement. Mais ça va amener à changer dans les mois ou les années à venir. Je l'espère. Et du coup, tu les laisses sortir quand même, tes poules? Donc là, les poules, j'ai fait un parcours hiver, un parcours été. Pourquoi? Parce que l'hiver, avec les risques de grippe aviaire, pour pas que les animaux sauvages survolent les poules
J'ai mis les poules là-dedans, ils sont sur copeaux de bois. D'accord. Donc je mets du blé dedans, comme ça c'est qu'elle gratte, elle s'occupe. Elle s'occupe, ouais. Et l'été, on pourra voir là sur le côté derrière, ils ont un parcours avec un mélange de trèfle, luzerne, blé, que j'entoure et que là c'est qu'elle se promène dedans. Les beaux jours. Libre service. Et les œufs, qu'est-ce que t'en fais? Tu les revends en direct? Tu vends marché avec des magasins? Alors les œufs c'est 100% direct. Tu t'occupes de la vente du coup? Donc là c'est que la vente se fait là. Et puis je vends tout aux particuliers. D'accord. Et ça te fait à peu près combien d'œufs par jour? Alors, en gros, quand le renard n'est pas passé, ça fait 220 œufs au jour. Ah oui, donc tu as déjà quoi vendre ça fait quand même du volume. Hein. D'accord. Après... ça va, tu as des clients quotidiennement qui viennent et que tu arrives à tout vendre, je veux dire, t'as pas de... Ah oui, non, mais limite, c'est qu'il m'en manque, mais je veux pas refaire... Oui, tu veux pas t'agrandir là-dessus. En plus, voilà. Oui, tu en as assez bon. Avec ça et... Les clients, enfin ça vient, ça va, ça change, voilà, donc ça faut prendre ça quand même en compte aussi. D'accord. Et puis donc ce poulailler-là, je l'ai pris, c'est surtout pour payer mon père qui est encore actif sur la ferme. Donc ça permet de payer son salaire. D'accord. Parce que je paye mon père. Voilà. Justement, ça me fait. Tu parles de ton père. Tu travailles du coup qu'avec ton père sur l'exploitation? Vous n'avez pas d'ouvrier? Enfin, du coup, ton père est salarié de la ferme? Alors donc mon père il est embauché 20 heures par mois. D'accord. Donc c'est l'homme à tout faire. Hein. Donc il va chercher un bidon, va me faire une soudure, une plomberie, toutes les bricoles qui sont chronophages. D'accord, oui. Et puis moi voilà, donc ça fait un 25. D'accord, oui, du TH. Voilà. Et je demande beaucoup aux prestataires de service. Par exemple, moisson, c'est le TA Anquin qui me fait toute la moisson. D'accord, oui, donc tu n'as pas de matériel de récolte, que ce soit dans la Cuma ou rien du tout. Perso. Donc là, c'est qu'il y a carte blanche, il me fait du sec, et moi ça me va très bien. Bon. Et puis tout ce qui est pressage, donc c'est la Cuma de Condé. D'accord. Tout ce qui est ramassage de ballots, c'est avec la Cuma de Terme, parce qu'on a 5 chariots, donc voilà. Il y a quoi faire pour... Il y a quoi faire. Et puis après ça va pas trop mal. Voilà. D'accord. Oui, donc pas de projet d'avoir des salariés, tu arrives à gérer la ferme, le président de Cuma, toi tout seul. Ah là ça commence à être dur quand même. Oui, tu ferais pas quelque chose à côté en plus quoi. Là non. Là si je refais quelque chose, il faudra de la main d'œuvre complémentaire. D'accord, oui. Parce que là quand même les bœufs, la partie bœufs, si tout va bien, on va monter normalement vers 50 bœufs par an. Voilà. D'accord, oui. Et puis si ça va vraiment bien, on pourra peut-être monter à 72 bœufs. Oui, donc il te faudra peut-être quelqu'un en plus pour gérer un peu plus la partie élevage et un peu les champs, avoir un support en plus. Les clôtures à faire le tour et tout ça, champs, des chômages et tout ça. Au jour d'aujourd'hui, c'est que j'ai la chance que j'ai mes gamins qui sont présents aussi. Oui. Enfin, ça c'est que vous le verrez. Et puis, mais bon... ils vont partir, ils partent à l'école, ils vont partir voir du pays, donc ils ne seront pas là tout le temps. Donc, oui, donc pourquoi pas plus tard embaucher du monde pour te... Pourquoi pas? Je ne dis pas non, mais il faudra que je me forme pour être... pour accueillir la personne dans les bonnes conditions. Voilà, tout à fait. Parce que ça me fait venir une question, tu arrives à avoir quand même une partie familiale sans la ferme ou la ferme te prend vraiment beaucoup de temps? Alors la ferme elle prend du temps, mais... il faut savoir se dégager du temps aussi. Oui, tu arrives à te dégager le dimanche, aller manger le poulet frites chez la grand-mère ou quelque chose. Ouais, le poulet frites, t'as vu ce que t'as fait. Oui, donc là, voilà. Non, mais oui, mais il faut prendre du temps. Hein. Oui, voilà, tu t'imposes aussi c'est quand même très important. Décrocher de la ferme. D'accord. Une coupure de temps en temps, ça fait du bien. Bon Hervé, merci de nous avoir accueillis sur ton exploitation. On a pu voir une belle exploitation qui est bien implantée dans son territoire, avec des jeunes qui travaillent, ça fait plaisir. Et je pense que tu gères ça comme il se doit. Et encore une fois, merci de nous avoir accueillis et à une prochaine. Eh bien, pas de soucis, quand vous voulez.